J'ai voulu un peu terminer ce travail énorme par une action particulière, c'est-à-dire le relevé photographique de toutes les pierres tombales juives en Tunisie. Bernard Halali, bonjour, bienvenue. Alors merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes président de l'association Art et Tradition Populaire et que vous œuvrez. Donc en plus de tout ce que vous faites en tant que collectionneur, puisque vous avez un fonds d'archives, de photos, beaucoup de choses, des objets, des ouvrages, etc. Vous avez fait un travail de rénovation assez important et de relevé topographique, je crois, dans le cimetière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors bon, si vous voulez, c'est vrai que j'ai travaillé pendant 40 ans sur la mémoire de notre communauté et j'ai voulu un peu terminer ce travail énorme par une action particulière, c'est-à-dire le relevé photographique de toutes les pierres tombales juives en Tunisie. Et donc j'ai travaillé ville par ville et aujourd'hui, le résultat, c'est que je suis capable de donner par exemple à un Sfaxien la photographie de la pierre tombale de son grand-père ou de sa tante, etc. C'est impressionnant comme travail, parce que vous ne parlez pas seulement de Tunis, vous parlez de toute la Tunisie. C'est ça. Alors, il y a combien de cimetières De combien de cimetières s'agit-il exactement? De combien de pierres tombales? De cimetières. Il y en a à peu près une bonne vingtaine. Oui, tout à fait. Mais bon, là où ça bute un peu, si vous voulez, c'est le cimetière de Tunis, parce qu'on a un cimetière qui est composé où se trouvent près de 20 à 25 000 tombes, et donc ça correspond à 20 000 photos, en somme. Ouais, donc c'est un travail énorme. Vous avez scanné, topographié combien de tombes jusqu'à présent? À peu près, si je fais la globalité, à peu près 60 000 photos de tombes. Il vous en manque 20 000. Alors j'imagine que ça nécessite des fonds, beaucoup aussi de mobilisation de personnes pour vous aider. Comment vous avez procédé jusqu'à présent? Non, c'est un travail individuel. Chaque fois que je me déplace en Tunisie, c'est vous qui faites tout à chaque fois. J'entame un domaine. Mais bon, si vous voulez, aujourd'hui, le problème du relevé photographique, pour moi, il fait partie un peu du passé, bien que je continue. L'important aujourd'hui, c'est ce travail que je fais avec 4 ou 5 amis, on est peu nombreux, ça ne sert à rien d'être des dizaines, où nous travaillons à la restauration du cimetière du Borjed, c'est-à-dire le cimetière de Tunis, qui a été laissé à l'abandon et dont il est nécessaire d'intervenir au plus vite. Alors, vous avez effectivement mis, on va dire, en lumière les allées, parce que c'était, même au niveau des allées, on ne parle même pas des tombes, mais c'était compliqué de se repérer. Oui, si vous voulez, j'ai fait une petite opération personnelle. J'ai voulu enclencher le système. Le cimetière du Borgel est composé de 23 secteurs, en quelque sorte, on appelle ça des carrés. Et ces carrés étaient indiqués par des panneaux indicateurs tout rouillés, moches comme tout, etc. J'ai demandé à des amis artisans de Nabeul de me recomposer des panneaux en céramique, travaillés bien sûr. Et aujourd'hui, on a changé tous ces panneaux et c'est vraiment très joli. Ça va permettre aux gens de comprendre qu'il se passe quelque chose sur ce cimetière et que nous allons intervenir d'une manière très précise pour la restauration de ce cimetière. Mais évidemment, nous avons besoin de l'aide de tous parce que les travaux vont demander beaucoup d'efforts et financiers et techniques. Ok, alors on comprend que c'est un travail de longue haleine, et il n'y a pas que ça, parce que c'est ce que vous allez nous expliquer lors de la conférence du 22 juin qui se déroulera à 11h précises par Zoom. Donc c'est accessible à ceux qui sont en Israël, mais aussi à tous ceux qui ont envie d'en savoir plus et pour qui le patrimoine juif tunisien est cher. Alors vous allez montrer des documents, vous allez expliquer les objets que vous collectionnez depuis de nombreuses années. Est-ce qu'on pourra les voir aussi, ces objets? Oui, bien sûr. À la limite, on peut même faire une tentative pour une personne qui, en direct, me demandera la photo d'une pierre tombale de ces anciens. Et ça pourra même se faire. Tout est informatisé. Là, actuellement, je travaille sur les ouvrages que j'ai dans ma bibliothèque. J'ai à peu près 1700 ouvrages sur le thème, vous voyez. Donc, je travaille sur différents domaines comme ça.
Et ceci pour permettre à avoir quelque chose de clair au niveau de la globalité du patrimoine. Ça va, si vous voulez, le patrimoine iconographique en tout cas, ça va de la carte postale à la photo ancienne, ce qu'on appelle les photos argentiques, les photos sur verre, les daguerréotypes, les photos sur cuivre, sur fer, etc. Donc c'est un travail assez... bon, il y a plein de domaines. Il y a aussi les objets d'art. Donc les collections des Alors, céramiques. les objets d'art, ça vient d'où? C'est quoi? Ce sont des artisans juifs tunisiens qui, à l'époque, voilà, avaient Tout à créé fait. ces objets, c'est ça? Voilà, je vous donne un exemple, par exemple, sur la céramique. En Tunisie, il y avait des céramistes très célèbres, dont les céramiques de la famille Chemla. Bon, ces céramiques deviennent très très rares et pour cause, on ne peut plus les faire parce que les couleurs étaient fixées au plomb, ce qui est complètement interdit aujourd'hui. Et donc, ces céramiques, chaque fois qu'il y en a une qui se brise, elle n'est pas renouvelable, si vous voulez. Et elles sont d'une très grande beauté. Et voilà, donc j'ai toute une collection de céramiques de la famille Chemla, par exemple. Alors, vous avez combien d'objets en votre possession? C'est Vous pas savez précis. pas? Non, C'est- c'est c'est- pas peut-être plus d'un millier, quoi. Si vous voulez, bon, ça, les objets, ça va du costume à, au petit, au tout petit objet de, je ne sais pas, un verre. Par exemple, j'ai retrouvé récemment une bouteille d'eau de Cels. On peut me dire, mais quel rapport avec la Tunisie? C'est que sur la bouteille est imprimé Joseph Torza, parce que c'était lui le fabricant de ça, de ce genre de choses. C'était un monsieur qui faisait du vin, etc., etc. Donc voilà, une bouteille imprimée, sur laquelle est imprimé Joseph Torza, avec une Magen David et Tunis en dessous. C'est intéressant, c'est un objet judaïque de Tunisie pour moi. Qu'est-ce que vous aimeriez faire avec cette collection et pourquoi vous continuez voilà, à essayer de glaner des objets, des costumes, des livres au cours de votre, voilà, dans votre vie, quoi, tout simplement? On peut penser qu'un jour on pourra élaborer un musée d'art juif tunisien, mais c'est vrai que je suis parmi les rares personnes, il y en a quand même, il y a quelques collectionneurs, qui s'intéressent à ce sujet parce que les juifs de Tunisie eux-mêmes n'y ont jamais pensé. C'est ça qui vous motive, faire un musée ou essayer de passer aux générations nouvelles, eh bien, ce que vous avez, vous, vécu en Tunisie? Oui, bien sûr. Mais vous savez, la conservation du patrimoine, ça peut être très varié. Par exemple, là, encore hier, j'ai une étudiante musulmane tunisienne qui travaille avec un de nos grands amis de Tunisie qui s'appelle Habib Gazdagli. Il tient une chaire à l'université de la Manouba. Il a une vingtaine d'étudiants et d'étudiantes qui travaillent sur le judaïsme. Cette personne m'a demandé un livre de Paul Sebag, euh, qui s'appelle La Hara de Tunis. Elle me dit, je ne le trouve plus à la bibliothèque de Tunis parce que les étudiants ne sont pas sérieux, ils volent les ouvrages ou ils déchirent les pages qui les intéressent. Alors bon, pour ce livre en particulier, je l'avais numérisé complètement. Je lui ai envoyé en 2 secondes. Elle a eu un livre qu'elle cherchait depuis des mois. Oui, c'est-à-dire que vous faites un travail très, très, très méthodique, on comprend. Est-ce que vous avez des retours, par exemple, sur votre travail concernant les cimetières, des familles qui vous remercient, qui avaient perdu la trace de leurs ancêtres? Ça arrive souvent? Bien sûr, bien sûr. Là, par exemple, c'est pour ça que je dis j'ai beaucoup, beaucoup de travail. J'ai une dame qui m'a demandé je lui ai envoyé, elle m'a demandé si je connaissais la tombe d'un de ses parents. Je lui ai envoyé la photo. Elle a trouvé la tombe en état pas très correct. Elle m'a demandé de la faire restaurer. Donc j'ai pris contact avec Tunis. Et donc cette tombe va être restaurée grâce à mon intermédiaire, en quelque sorte. Et c'est la deuxième phase de la restauration du cimetière du Borgel. Restaurer le cimetière dans sa globalité, c'est-à-dire enlever les acacias, les arbres, tout ce qui a poussé d'une manière sauvage, c'est une chose. Mais la restauration des tombes elles-mêmes, nous allons demander aux familles d'intervenir parce que ça n'est pas à nous de le faire. C'est Mhm. chaque famille qui doit restaurer les tombes de ses défunts. Voilà, et j'imagine que c'est ça aussi, s'il y a 20 000 tombes à restaurer, c'est un long, long travail. Alors, qu'est-ce que vous allez nous raconter le 22 juin à 11 heures lors de cette conférence en Zoom? Je pense que je vais vous présenter une palette de tout ce que je fais comme travail, comme activité, le type de documents, les différentes formes que peuvent prendre la sauvegarde du patrimoine d'une culture.
Je vous dis, ça va de l'objet au livre. Par exemple, en Tunisie, peu de gens le savent, les Juifs en Tunisie, depuis qu'ils ont obtenu un peu la liberté d'expression, avec l'arrivée de la France qui a fait de la Tunisie un protectorat, les Juifs ont commencé à éditer des journaux juifs. Mais on peut se dire combien de journaux, bon d'accord, ils ont fait 1 ou 2 journaux juifs. Non, pas du tout. Ils en ont publié 148 journaux juifs et à 80% des journaux à caractère sioniste. Donc, en quelle langue? En arabe? Non, en français. En français, d'accord. En malakh, c'est-à-dire en judéo-arabe. Donc c'est des caractères hébraïques, mais quand on lit pratiquement de l'arabe. Et donc ces journaux, qui donc un jour s'est préoccupé à photocopier l'intégralité des pages de ces journaux. Donc voilà, ça fait partie un peu du travail que je fais. Et j'ai des journaux dont j'ai récupéré l'intégralité, en photographiant, journal par journal, tous les exemplaires. Incroyable. Alors, votre document le plus ancien, Bernard, il date de quand? Dans les livres, par exemple, j'ai un ouvrage sur les royaumes de barbarie qui date de 1752. Ouais, effectivement, c'est dans ce genre d'ouvrage qu'on découvre des éléments de l'histoire qui n'avaient pas été perçus par les historiens classiques. C'est comme ça qu'on s'aperçoit, par exemple, dans des livres de ce genre, que dans le domaine de la dhimitude, c'est-à-dire l'obligation qui était faite aux Juifs d'être contraints à des contraintes vestimentaires, vexatoires, etc., ben dans ce contexte-là, je découvre dans des livres de ce genre que les femmes juives en Tunisie devaient porter des chaussures plus petites que leurs pieds pour les faire souffrir. Ça faisait partie de cette règle. Mmh. Bon, on comprend à vous écouter qu'on va apprendre des tas de choses lors de cette conférence, surtout si on est intéressé par l'histoire, par la Tunisie et par le patrimoine juif. On parlera aussi, bien sûr, vous parlerez de toutes vos actions de sauvegarde, de votre très belle collection d'ouvrages, de costumes, d'archives. Vous avez un fonds d'archives impressionnant. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. La conférence, bien sûr, est gratuite. J'espère que, bien sûr, nous ont écoutés ce matin seront au rendez-vous, voilà, le 22 juin à 11h. Vous montez sur le site internet de Qualita et vous cliquez sur Centre communautaire virtuel et vous aurez accès à la conférence. Merci beaucoup Bernard Alali d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. À bientôt.